La clique dorée, partie 5, chapitre 8. Ce que monsieur de la Ville-Audry entendait par « pousser les chevaux », ces gens le savaient. Le cocher, en ces occasions, lançait son attelage à fond de train, et, ma foi, les pauvres piétons eussent couru de grands risques s'il n'eût été d'une merveilleuse adresse. Ce qui n'empêche que ce soir-là, monsieur de la Ville-Audry, à 2 reprises, abaissait les glaces pour crier « Nous ne marchons pas !» C'est qu'il avait, encore qu'il s'efforçât de garder sa gravité d'homme politique, toutes les impatiences et les expansives vanités d'un lycéen courant à ses premiers rendez-vous d'amour. Maussade tant qu'avait duré le dîner, il babillait maintenant avec une joyeuse volubilité, sans s'inquiéter de ce que son compagnon pouvait penser ou lui répondre. Il est vrai que Daniel ne l'entendait même pas. Pelotonné dans un des angles de la voiture, il avait assez à faire à dominer son émotion, car il était ému, comme jamais en sa vie, au moment d'aborder cette redoutable aventurière, Miss Brandon. Et pareil au lutteur qui se ramasse sur lui-même au moment d'un assaut décisif, il rassemblait tout son sang-froid, tout ce qu'il avait d'énergie. De la rue de Varennes à la rue du Cirque, la course ne dura guère plus de 10 minutes. « Nous voici arrivés !» s'écria le comte. Et sans attendre l'arrêt complet de la voiture, il sauta sur le trottoir et, devançant ses gens, courut frapper à la porte de l'hôtel de Miss Sarah Brandon. Ce n'était pas, il s'en faut, une de ces habitations modernes dont le luxe ridicule et criard tire l'œil des passants. De la rue, on eût dit la modeste maison de quelque boutiquier retiré, mangeant, là, sans faste ni souci mondain, ses 12 ou 15 000 livres de rente. Il est vrai de dire que de la rue, on n'apercevait ni le jardin, ni les remises, ni les écuries. Cependant, un domestique était venu ouvrir, qui débarrassa de leur par-dessus monsieur de la Ville-Audry et Daniel, et qui les guida le long de l'escalier. Arrivé au palier du premier étage, le comte s'arrêta, comme si la respiration tout à coup lui eût manqué. « C'est là, balbutia-t-il, là !»« Là quoi ?» Daniel ne comprenait pas. Le comte voulait simplement lui dire que c'était là, à cette même place, qu'il avait tenue entre ses bras Miss Brandon, évanouie. Mais Daniel n'eut pas le temps d'interroger. Un second domestique sortit de l'appartement et s'inclinant devant monsieur de la Ville-Audry. « Ces dames, dit-il, sortent à peine de table et sont encore à leur toilette. »« Ah ! Si ces messieurs veulent prendre la peine de s'asseoir dans le salon, je vais aller prévenir sir Thomas Elgin. »« Bien, bien, fit le comte, de ce ton de l'homme qui, dans une maison amie, se sent aussi à l'aise que dans sa propre maison. » Et il entra dans le salon, toujours suivi de Daniel. C'était une vaste pièce, où du tapis au lustre se trahissait l'austérité puritaine de Mistress Bryan. Ce luxe y éclatait, mais froid, gauche, triste. Tous les meubles avaient des formes anguleuses qui éloignaient jusqu'à l'idée de repos. Le sujet de la pendule avait été pris dans la Bible. Les candélabres et les bronzes réalisaient le type du lait. Et pas un objet d'art, pas une statuette, pas un tableau. Si, cependant, en face de la cheminée, à la place d'honneur, s'étalait dans un cadre splendide une méchante toile, vrai barbouillage de sauvage, représentant un homme d'une 50aine d'années, portant un uniforme de fantaisie, d'énormes épaulettes, un grand sabre, un chapeau emplumé et une ceinture bleue d'où sortaient les crosses de 2 revolvers. « Le général Brandon, le père de Miss Sarah », prononça monsieur de la Ville-Audry, d'un ton de vénération qui fit bondir Daniel. Comme exécution, ce portrait laisse sans doute beaucoup à désirer, mais il est, paraît-il, frappant. Ce qui est sûr, c'est qu'entre la figure tannée de ce général américain et le vrai visage de Miss Brandon, la ressemblance était saisissante. Il y a mieux, en examinant de près et avec plus d'attention cette peinture,
Daniel s'imagina y reconnaître une inhabileté calculée, voulue, cherchée. Il lui semblait voir quelque chose comme l'œuvre d'un artiste qui se serait exercé à imiter ces bonhommes informes et naïfs que crayonnent les enfants. À côté de maladresses grossières, il croyait distinguer certaines touches trahissant une main habile. Et enfin, une oreille à demi cachée par les cheveux lui paraissait révéler un savoir-faire supérieur. Mais avant qu'il songeât à tirer de son étrange découverte les déductions naturelles, Sir Thomas Elgin parut. Il était en habit et en cravate blanche, plus long et plus roide que jamais, et il s'avançait en boitant un peu, s'appuyant sur une grosse canne. « Et quoi, cher Sir Tom » s'écria le comte. « Votre jambe vous fait encore souffrir ?»« Oh, beaucoup » répondit l'honorable gentleman, avec un accent britannique des plus prononcés. « Beaucoup depuis ce matin. Le docteur craint quelque chose du côté de l'os. » Et en même temps, obéissant à ce besoin instinctif de montrer le mal qu'on a, il retroussa légèrement son pantalon et on put voir qu'il avait la jambe fortement serrée par une longue bande de toile. Monsieur de la Ville-Audry eut un geste de compassion, puis, oubliant qu'il avait présenté Daniel la veille à l'opéra, il le présenta de nouveau et, les salutations finies, revenant à Sir Tom, « En vérité, reprit-il, je suis presque honteux d'arriver si tôt, mais je sais que vous attendez du monde ce soir. » « Quelques personnes, oh. »« Oui. Et je tenais à me trouver seul quelques instants avec vous. » Une grimace contracta les lèvres minces de l'honorable gentleman. C'était sa façon de sourire, et tout en caressant du bout des doigts ses favoris en nageoires, « On a prévenu Sarah de votre arrivée, mon cher comte, dit-il, et je l'ai entendu crier à Mistress Bryan qu'elle allait être prête. C'est incroyable, véritablement, le temps qu'elle dépense à sa toilette. » Ils causaient ainsi amicalement devant la cheminée, Sir Tom allongé sur un fauteuil, Monsieur de la Ville-Audry debout, adossé à la tablette. Machinalement, Daniel s'était reculé jusqu'à l'embrasure d'une des fenêtres qui donnaient sur la cour et sur le jardin de l'hôtel. Là, le front appuyé contre une vitre, il réfléchissait. Ce qui bouleversait toutes ses idées, c'était cette blessure de Sir Thomas Elgin. Sa chute n'aurait-elle donc pas été volontaire, pensait-il? Se serait-il véritablement cassé la jambe? En ce cas, l'évanouissement de Miss Sarah n'aurait pas été concerté d'avance. Lancé sur cette pente, son esprit pouvait aller loin, et il se sentait encore une fois tiraillé par d'étranges incertitudes, quand le roulement d'une voiture sur le sable de la cour l'arracha à ses méditations. Il regarda. Devant le perron de la façade intérieure de l'hôtel s'arrêtait un coupé. Une femme en descendit, et il faillit laisser échapper un cri de surprise, car, dans cette femme, il lui semblait reconnaître Miss Sarah. Mais était-ce possible? Il ne pouvait le croire, lorsque cette femme, ayant quelques mots à dire au cocher, leva la tête, et la lumière des lanternes tomba en plein sur son visage. Plus de doute possible, c'était bien Miss Sarah. D'un bond, elle franchit le perron et entra dans l'hôtel, et même on entendit le bruit sourd de la porte se refermant. À l'opéra, la veille, un mot de Miss Brandon, un seul, avait suffi pour ouvrir à la lumière de la vérité l'esprit de Daniel. Mais ici, c'était bien autre chose, vraiment. C'était un fait brutal, matériel, irrécusable, qui venait à l'appui de soupçons, fort probables sans doute, mais non prouvés. Pour amuser l'amoureuse impatience de monsieur de la Ville-Audry, on lui affirmait que Miss Brandon achevait de s'habiller, qu'elle se hâtait pour venir le rejoindre, et pas du tout, elle était dehors et rentrait seulement. D'où venait-elle? Quelles intrigues nouvelles l'avaient forcée de sortir? Il avait évidemment fallu de pressants intérêts pour la retenir jusqu'à cette heure, lorsqu'elle se savait attendue par le comte.
Cette circonstance éclairait définitivement la politique savante de la maison et l'utile et habile complicité de Mistress Bryan et de Sir Thomas Elgin. Quel jeu avait été joué et comment M. de la Ville-Audry s'y était laissé prendre. Daniel le comprit. Il y eût été pris lui-même. Quels acteurs, quelle perfection de mise en scène, quelle science des détails! Pouvait-on imaginer un cadre d'intrigue plus merveilleux que ce salon? Ces apparences sévères ne devaient-elles pas bannir toute défiance? Et cet horrible portrait d'un soi-disant général Brandon, quel trait de génie! Pour ce qui est de la blessure de Sir Tom, Daniel n'y croyait plus. « Il ne s'est pas plus cassé la jambe que moi », pensait-il. Mais, en même temps, il s'étonnait de la constance de cet honorable gentleman, qui, pour affirmer un mensonge, se résignait à demeurer des mois entiers la jambe bandée, comme si réellement il y eût eu mal. Et ce soir, pensait Daniel, la représentation doit être plus soignée que de coutume, puisqu'on m'attendait. Cependant, pareil au duelliste qui après une nuit de faiblesse retrouve son sang-froid sur le terrain, Daniel, désormais, se possédait pleinement. Même, craignant que son attitude et sa préoccupation ne trahissent quelque chose de ses pensées, il se rapprocha de la cheminée. La conversation de M. de la Ville-Audry et de Sir Thomas Elgin était devenue de plus en plus intime, et le comte détaillait les projets que lui mettait en tête son prochain mariage. Il habiterait, disait-il, avec sa jeune épouse, le second étage de son hôtel. Le premier serait divisé en 2 appartements, l'un pour Mistress Bryan, l'autre pour Sir Thomas Elgin, car il savait bien que jamais son adorée Sarah ne consentirait à se séparer de parents qui lui avaient tenu lieu de père et de mère. Le reste expira dans son gosier, et il demeura comme pétrifié, la pupille dilatée, la bouche ouverte. Mistress Bryan entrait, suivie de Miss Sarah. Plus encore qu'au théâtre, Daniel fut saisi de la beauté de cette fille étrange. Littéralement, elle éblouissait. Elle portait, ce soir-là, une robe fleur de thé, toute parsemée de petites fleurettes brodées sur un fond de grosse soie chinoise et garnie dans le bas d'un grand volant de mousseline plissée. Dans ses cheveux, plus négligemment relevés encore que de coutume, s'épanouissait une branche de fuchsia dont les clochettes d'un rouge vif retombaient sur sa nuque, mêlées à ses tresses fauves. Elle s'avança, souriante, jusqu'au comte de la Ville-Audry, et, lui tendant le front, « Me trouvez-vous bien ainsi, cher comte ?» demanda-t-elle. Lui, de la tête aux pieds, tressaillit, et tout ce qu'il put faire, ce fut d'avancer ses lèvres en bégayant du ton de l'extase. « Oh oui, belle, trop belle !»« Aussi, la toilette a été longue, » objecta gravement Thomas Elgin. « Trop longue. » Il devait bien savoir, au contraire, que Miss Sarah venait d'accomplir un miracle de promptitude. Il n'y avait pas un quart d'heure qu'elle était rentrée. « Vous êtes un vilain impertinent, Tom, » dit-elle, en riant du rire frais et sonore de l'enfant. « Et il est bien heureux que M. de la Ville-Audry m'arrache à vos éternelles remontrances. »« Sarah !» prononça sévèrement Mistress Bryan. Mais déjà elle s'était retournée, la main tendue, vers Daniel. « Merci d'être venu, monsieur, » reprit-elle. « Je suis certaine qu'à nous deux, nous allons nous entendre très bien. » Elle lui disait cela de l'accent le plus doux, mais s'il l'eût mieux connue, il eût compris au regard dont elle l'enveloppait que ses dispositions étaient bien changées, et que, bienveillante d'abord, elle le haïssait à présent d'une haine furieuse. « Nous entendre, Miss ?» répéta-t-il en s'inclinant. « Sur quoi ?» Elle ne répondit pas. Le domestique annonçait des hôtes accoutumés de ces soirées, et elle s'élançait à leur rencontre. 10 heures sonnaient, et de ce moment, les invités se succédèrent sans interruption. À 11 heures, il y avait une centaine de personnes dans le salon,
et dans les 2 pièces contiguës, on avait installé des tables de whist. Certainement tous les gens qui se trouvaient là, vieux messieurs chargés de décorations étrangères et jeunes hommes à gilets en cœur, n'étaient pas sans reproche, mais tous appartenaient à la haute vie parisienne, à ce monde à part dont les dehors brillants dissimulent les hontes et qui cache ses misères sous la pesante livrée du plaisir. Quelques-uns, par leur nom, par leur situation ou par leur fortune, dominaient de bien haut cette cohue dorée, et on les reconnaissait à leur assurance supérieure et à la faveur qui accueillait leurs moindres paroles. Et dans la foule, M. de la Ville-Audry se pavanait, triomphant des attentions de Miss Sarah. Il affectait les empressements d'un maître de maison, comme s'il eût été chez lui. Il surveillait le service des gens, puis, d'un air de fatuité modeste, il allait de groupe en groupe, quêtant des compliments. Près de la cheminée, gracieusement posée sur un fauteuil, Miss Sarah semblait une jeune reine au milieu de sa cour. Mais si entourée qu'elle fût, si enivrée d'adulation qu'elle dût être, elle ne perdait pas de vue Daniel, l'épiant à la dérobée, pour surprendre sur son visage le reflet de ses impressions. Une fois même, au grand scandale de ses adorateurs, elle quitta sa place pour aller lui demander pourquoi il restait ainsi seul en son coin, et s'il était souffrant. Puis, voyant qu'il ne connaissait personne, elle daigna lui désigner et lui nommer les plus notables de ses invités. Et elle mettait tant d'affectation à montrer ses brillantes relations que Daniel se persuadait presque qu'elle avait pénétré ses intentions et que c'était là une espèce de défi, comme si elle lui eût dit « Voilà quels amis me défendraient si vous osiez m'attaquer. » Cependant, il ne se sentait aucunement découragé, se rendant bien compte des difficultés de sa tâche et n'en étant plus à compter les obstacles. Au bruit des conversations, il arrangeait dans sa tête un plan qui devait le mettre sur les traces du passé de cette dangereuse aventurière. Et ses méditations l'absorbaient si bien qu'il ne s'apercevait pas que peu à peu le salon se vidait. C'était ainsi, cependant, et il ne restait plus à la fin que quelques intimes et 4 joueurs autour de la table de whist. Alors Miss Sarah se leva, et s'approchant de Daniel, « Voulez-vous m'accorder 10 minutes d'entretien, monsieur ?» demanda-t-elle. Il se dressait pour la suivre, lorsque Mistress Bryan intervint, adressant d'un ton de reproche quelques mots en anglais à sa nièce. Daniel savait assez d'anglais pour comprendre que Mistress Bryan disait « Ce que vous faites là est tout à fait inconvenant, Sarah. »« Choquant !» approuva Sir Tom. Mais elle haussa légèrement les épaules et, toujours en anglais, « Mon cher comte aurait seul le droit de trouver ma conduite inconvenante, » répondit-elle, « et j'ai son autorisation. » Puis, s'adressant à Daniel, en français cette fois, elle ajouta « Venez avec moi, monsieur. » Chapitre 9. C'est chez elle, dans une petite pièce dépendant de son appartement de jeune fille, que Miss Sarah conduisit Daniel. Rien de si frais, de si coquet que ce réduit moitié salon et moitié serre, tendu d'une grosse étoffe de soie bariolée de ramages fantastiques, et garnie de treillages où s'enroulaient des lierres et des capucines du Japon. Tout autour étaient disposées des jardinières remplies de plantes rares en pleine floraison, et les sièges de bambou étaient recouverts d'une étoffe pareille à la tenture. Le salon de réception reflétait le caractère de Mistress Bryan. Ici se trahissaient les goûts de Miss Sarah. Elle s'assit sur un petit canapé et après s'être recueillie un moment. « Ma tante avait raison, monsieur, » commença-t-elle. « Il eût été plus convenable de vous faire dire par Sir Thomas Elgin ce que je vous dirai. Mais j'ai la témérité des jeunes filles de mon pays, et quand il s'agit de moi, je ne m'en fie qu'à moi. » Elle était ravissante de naïveté,
disant cela de ce petit air capable et résolu que prennent les enfants quand ils vont hasarder quelque entreprise qu'ils jugent considérable ou périlleuse. « Mon cher comte, reprit-elle, est allé chez vous cet après-midi, monsieur, il me l'a dit. Vous savez donc par lui qu'avant un mois, je serai la comtesse de la Ville-Audry. » Daniel eut un soubresaut. Avant un mois? Que faire en si peu de temps? Or, monsieur, continua Miss Brandon, je tiens à savoir de votre bouche si vous trouvez des inconvénients à ce mariage, et quels ils sont. Elle s'exprimait simplement, sans paraître se douter qu'un article du code de la fausse pudeur française exige qu'au seul mot de mariage, une demoiselle rougisse jusqu'au blanc des yeux. L'embarras de Daniel était extrême. « J'avoue, Miss, répondit-il péniblement, que je ne comprends pas, que je ne m'explique pas l'honneur que vous me faites. »« En vous consultant ? Pardon, vous comprenez très bien, monsieur. Ne vous a-t-on pas promis la main de mademoiselle Henriette de la Ville-Audry ? Le comte m'a donné quelques espérances. Il vous a donné sa parole, monsieur, sous certaines conditions. Mon cher comte m'a tout dit. C'est donc au gendre de monsieur de la Ville-Audry que je m'adresse, et que je répète, voyez-vous à notre mariage quelque empêchement ? La question était trop nette pour qu'il y eût à équivoquer. Et pourtant, Daniel tenait à rester fidèle à son projet de gagner du temps et d'esquiver toute réponse précise. Pour la première fois de sa vie, il mentit, ou plutôt, il essaya de mentir, le brave garçon, et non sans devenir cramoisi. « Je n'en aperçois pas, Miss, » balbutia-t-il. « Bien vrai ? » Oui. Elle hocha la tête, et plus lentement, « S'il en est ainsi, vous ne refuserez pas de me rendre un grand service. Égarée par la douleur qu'elle éprouve de voir son père se remarier, mademoiselle de la Ville-Audry me hait. Voulez-vous me promettre d'employer votre influence sur elle à la mieux disposer en ma faveur ? » Jamais le loyal Daniel n'avait été à pareille épreuve. « Je crains, Miss, répondit-il diplomatiquement, que vous ne vous exagériez mon influence. » Elle arrêta sur lui un regard si clair et si pénétrant qu'il demeura tout interdit, et alors elle reprit. « Je ne vous demande pas de réussir, monsieur. Jurez-moi que, franchement et loyalement, vous ferez votre possible, et je me tiens pour votre obligé. Voulez-vous me donner votre parole d'honneur ? » Eh bien, oui, la situation était si extrême. Daniel avait à endormir l'ennemi un si puissant intérêt que, l'esprit égaré, il eut l'idée, il eut l'intention de donner cette parole qu'on exigeait de lui. Il y a plus, il l'essaya, mais les mots d'un faux serment refusèrent de sortir de sa gorge. « Vous le reconnaissez, » dit froidement Miss Sarah. « Vous me trompiez. » Et, se détournant, elle cacha son visage entre ses mains, écrasée de douleur en apparence, et répétant avec un accent d'horreur « Quelle honte, mon Dieu, quelle humiliation !» Mais soudain, elle se redressa, le front illuminé d'espoir. « Eh bien, s'écria-t-elle, j'aime mieux cela. Un lâche n'eût pas reculé devant un serment, si décidé qu'il fût à ne pas le tenir. Tandis que vous, on peut vous croire, vous êtes un homme d'honneur, et tout n'est pas perdu. D'où vient votre aversion ? Est-ce une question d'intérêt, la succession de monsieur de la Ville-Audry ? Miss ! Non, n'est-ce pas ? Ce n'est pas cela. J'en étais bien sûre. Qu'est-ce alors ? Répondez-moi, monsieur, de grâce. Dites-moi quelque chose. Parlez. Parler ? Pourquoi dire ? Daniel garda le silence. C'est bien, fit Miss Sarah, les dents convulsivement serrées. Je comprends. Elle faisait, pour ne pas éclater en sanglots, des efforts inouïs,
et de grosses larmes, pareilles à des diamants d'un éclat sans pareil, tremblaient entre ses longs cils. « Oui, reprit-elle, je comprends que les flétrissantes calomnies inventées par mes ennemis sont arrivées jusqu'à vous. Et que vous les avez crues. On vous a dit, n'est-ce pas, monsieur, que je suis une aventurière, venue on ne sait d'où, que mon père, le vaillant soldat de l'Union, n'a jamais existé que sur la toile de mon salon, qu'on ignore d'où viennent mes revenus, et que Tom, le noble cœur, et Mistress Bryan, une sainte, sont les complices de mes intrigues. Avouez qu'on vous a dit tout cela, et que vous n'en avez pas douté une minute. » Superbe d'indignation, la joue en feu, les lèvres frémissantes, elle se leva, et d'un ton d'amère raillerie. « Ah, quand il est question d'une belle action, poursuivit-elle, on ne croit pas les gens sur parole, on veut être sûr avant d'admirer, et on s'informe. S'agit-il d'une infamie, on n'y met pas tant de façons. Si monstrueuse qu'elle paraisse et si invraisemblable, on la tient pour vraie. On ne lèverait pas la main sur un enfant, mais on se fait l'écho d'une calomnie qui déshonore une femme et la tue aussi sûrement que d'un coup de poignard. Moi, homme, avant de croire que Sarah Brandon est une aventurière, j'aurais voulu en acquérir la certitude. L'Amérique n'est pas si loin. J'y aurais trouvé les 10 000 soldats qui ont servi sous les ordres de Brandon, et ils m'auraient dit quel homme était leur général. J'y aurais interrogé les puisatiers de Pennsylvanie, et ils m'auraient appris que les puits de pétrole de Miss Sarah, de Sir Tom et de Mistress Bryan donnent les revenus d'une principauté. Qu'elle eût osé, cette jeune fille, aborder ainsi franchement et carrément ce sujet terrible, cela confondait Daniel. Il n'y avait pour lui donner tant de puissante énergie et de pareils accents qu'une impudence extraordinaire ou, il fallait bien l'avouer, l'innocence. Brisée par l'effort qu'elle venait de faire, elle s'était laissée retomber sur le canapé, et plus bas, comme se parlant à elle-même, elle continuait. « Mais ai-je bien le droit de me plaindre ? Je récolte selon que j'ai semé. Hélas, Tom me l'avait prédit, et moi, folle, j'ai refusé de le croire. Je n'avais pas 20 ans lorsque j'arrivai en France, à Paris, après la mort de mon pauvre père. J'avais été élevée librement dans notre libre Amérique, sans autres entraves que celles de ma conscience. Aux jeunes filles de notre pays, on ne cesse de répéter que la franchise est la première des vertus. Aux jeunes filles de France, on laisse supposer que la seule vertu, c'est l'hypocrisie. À nous, on apprend à ne rougir que de ce qui est honteux. À elles, on enseigne toutes les grimaces d'une ridicule pudeur de convention. En France, c'est l'apparence qu'on s'applique à sauver. Chez nous, c'est la réalité. À Philadelphie, tout ce qui me passait par l'esprit et que je ne jugeais pas répréhensible, je le faisais. Ainsi, j'ai voulu faire à Paris. Pauvre Sarah, tu comptais sans la méchanceté du monde. Je sortais seule, à cheval, le matin. Seule, je me rendais au temple, prier Dieu. Si je désirais un objet pour ma toilette, je montais en voiture et seule, j'allais l'acheter. Parce qu'un homme m'adressait la parole, je ne me croyais pas obligée de baisser les yeux, et s'il était amusant et spirituel, je riais. Une mode me plaisait-elle, je l'adoptais. Autant de crimes. J'étais jeune, riche, fêtée. Crime plus grand. Et après 1 an de séjour, on osait dire que Malga, le misérable, elle bondit jusqu'à Daniel, sur ce mot, et, lui saisissant les poignets, « Malga !» s'écria-t-elle. « On vous a parlé de Malga ?» Et comme il hésitait, « Ah, répondez !» commanda-t-elle. « Ne voyez-vous pas que vos ménagements sont une mortelle offense ?» Alors, oui. D'un mouvement désespéré, elle leva les bras au ciel, comme si elle l'eût pris à témoin de son innocence, comme si elle lui eût demandé une inspiration. Puis, tout à coup, « Mais j'ai des preuves !» s'écria-t-elle, « de l'infamie de Malga, des preuves irrécusables !» Et sans attendre une réponse, elle s'élança dans la pièce voisine.
Remué jusqu'au plus profond de son être de sensations indéfinissables, Daniel demeurait debout à sa place, immobile autant qu'une statue. Il était confondu et sous le charme de cette voix merveilleuse, parcourant avec des nuances sublimes la gamme entière de la passion, si vibrante et si langoureuse, tendre ou menaçante tour à tour, soupirant ses tristesses, sanglotant ses douleurs ou tonnant ses colères. « Quelle femme !» murmurait-il, répétant ainsi un mot de M. Maxime de Brévand. « Quelle femme ! Et comme elle se défend !» Mais déjà Miss Sarah Brandon rentrait, portant un coffret de bois précieux incrusté d'argent. Elle reprit sa place sur le canapé, et de ce ton bref et saccadé, qui trahit de terribles violences péniblement contenues, elle dit « Avant tout, il faut que je vous remercie, monsieur Daniel Champsay. Grâce à votre franchise, je puis me défendre. Je savais que la calomnie s'acharnait après moi, je la sentais, pour ainsi dire, dans l'air que je respirais, mais toujours elle était restée insaisissable. Voici la première fois que je la trouve en face, et je vous remercie de m'avoir fourni l'occasion de la confondre. Écoutez-moi donc, car je vous jure, sur ce que j'ai de plus vénéré au monde, par la sainte mémoire de ma mère, je vous jure que c'est la vérité que vous allez apprendre. » Elle avait ouvert le coffret, et d'une main fiévreuse, elle cherchait parmi les papiers dont il était rempli. « Monsieur Malga, reprit-elle, était le caissier et l'homme de confiance d'une compagnie très riche, la société d'escompte mutuelle. Monsieur Thomas Elgin entra en relation avec lui. Le mois même de notre arrivée, à l'occasion de fonds qu'il voulait tirer de Philadelphie. L'ayant trouvé d'une complaisance extrême, et ne sachant comment l'en remercier, il l'invita à dîner ici, et nous le présenta à Mistress Bryan et à moi. C'était un homme d'une 40aine d'années, de taille moyenne, commun, bien poli et mal élevé. La première fois que mon regard rencontra ses yeux d'un jaune clair, je sentis comme un frisson. Plus tard, observant ses façons patelines et ses obséquiosités, j'eus peur de lui. Je lisais sur sa face les plus basses convoitises, voilées d'hypocrisie. Mon impression fut telle que je ne pus m'empêcher d'en faire part à Sir Tom, lui disant que cet homme ne pouvait être qu'un scélérat, et qu'il serait bien imprudent de le charger de ses affaires. Haletant d'attention, Daniel écoutait, et ce portrait du caissier Malga entrait si profondément dans son esprit qu'il croyait le voir, et qu'il lui semblait qu'il le reconnaîtrait si jamais il le rencontrait. « Sir Elgin, poursuivait Miss Brandon, ne fit que rire de mes pressentiments, et même, je me rappelle cela comme si c'était hier. Mistress Bryan me réprimanda, disant qu'il était inconvenant de prétendre juger un homme sur son extérieur, et qu'on pouvait être fort honnête, bien qu'ayant les yeux jaunes. Or, il est certain que M. Malga était parfait pour nous. Sir Tom, ignorant les usages de Paris, et ayant des capitaux à placer, il le conseillait et le guidait. Lorsque nous avions des traites à toucher à la société d'escompte mutuelle, il ne souffrait pas que Sir Tom se dérangeât, et il apportait l'argent lui-même. Enfin, Sir Tom ayant eu la fantaisie de risquer quelques opérations à la bourse, M. Malga s'en chargea, bien qu'il n'eût pas de change en vérité. Les papiers qu'elle cherchait, Miss Sarah les avait trouvés. Elle les tendit à Daniel en disant « Et si vous n'ajoutez pas foi à ce que je dis, voyez !» C'était une douzaine de carrés de papier, sorte de bordereau où Malga annonçait le résultat des opérations qu'il faisait pour le compte et avec l'argent de Sir Thomas Elgin. Tous se terminaient par cette phrase. « Nous l'avons perdu, belle, mais nous serons plus heureux une autre fois. Il y a un bon coup à faire sur telle valeur. Envoyez-moi tous les fonds dont vous pouvez disposer. » La formule était invariable. Il n'y avait que le nom des valeurs qui changeait. « C'est étrange, » murmura Daniel. Miss Sarah hocha la tête. « Étrange, oui, » reprit-elle, « mais sans valeur pour ma justification. La lettre que voici vous en dira davantage. Lisez-la, monsieur, et lisez-la tout haut.
Daniel prit la lettre et lut. Paris, 5 décembre 1863. Monsieur Thomas Elgin. Il n'y a qu'à vous, le plus honnête des hommes, que je puisse faire l'aveu terrible de mon crime. Je suis un malheureux. Chargé par vous de spéculation, j'ai été tenté. J'ai spéculé pour mon propre compte. Une première perte en a amené une seconde. Le vertige m'a pris, j'ai voulu regagner mon argent. Et enfin, à cette heure, je dois à la caisse confiée à ma probité 58 000 francs. Aurez-vous pitié de moi, monsieur, aurez-vous la générosité de m'avancer cette somme énorme? Il me faudrait 5 ou 6 ans pour vous la rendre, mais je vous la rendrai, je vous le jure, avec les intérêts. J'attends votre réponse, comme un coupable le verdict de ses juges. Il y va de la vie, et selon ce que vous déciderez, je suis sauvé ou je meurs déshonoré. A. Malga. En marge de son anguleuse écriture, le méthodique Sir Tom avait écrit « Répondu immédiatement et envoyé à monsieur, chèque de 58 000 francs à prendre sur les sommes qu'a à moi la compagnie. Dit que je ne veux pas d'intérêt. » Et c'est là, balbutia Daniel, c'est là l'homme. Qu'on m'accuse, moi, d'avoir détourné du chemin de l'honneur. Oui, monsieur, continua Miss Sarah. Maintenant, vous commencez à le connaître. Mais attendez encore. Donc, il était sauvé, et nous ne tardâmes pas à le voir arriver, son visage de fourbe baigné de larmes menteuses. Les termes me manquent pour vous traduire les exagérations et les avilissements de sa reconnaissance. Il ne voulait plus serrer les mains du noble Thomas Elgin, disait-il, étant à peine digne de les baiser à genoux. Il ne parlait que de se dévouer et de mourir pour nous. Il est vrai que Sir Tom poussa la générosité jusqu'à l'héroïsme. Lui, l'image de la probité sur la terre, lui, capable de périr de faim près d'un trésor, il consolait Malga, l'excusant à ses propres yeux, lui disant qu'après tout, il n'était pas si coupable, qu'il y a des entraînements irrésistibles, ajoutant à cela tous les paradoxes inventés à l'usage des voleurs. Malga avait de l'argent à lui. Il ne le lui redemanda pas, dans la crainte de l'humilier. Il voulut continuer, et il continua de le recevoir à notre table. Elle s'interrompit, riant d'un rire nerveux qui faisait mal à entendre. Puis, d'un ton rauque. « Savez-vous comment Malga reconnut tant de bonté, monsieur Champsay? Lisez ce billet. Il sera, je l'espère, ma réhabilitation. » C'était encore un billet de Malga à Sir Thomas Elgin. Il écrivait « Sir Tom, je vous avais trompé. Ce n'était pas 58 000 francs que je devais, mais 317 000 francs. Grâce à des falsifications d'écriture, j'ai pu masquer mes détournements jusqu'à aujourd'hui. Je ne le puis plus. La compagnie a des soupçons. Mon directeur vient de me prévenir que demain, on vérifiera mes livres. Je suis perdu. Je devrais me tuer, je le sais, mais jamais je n'aurai cet horrible courage. Et je viens vous supplier de me fournir les moyens de passer à l'étranger. Je vous le demande à genoux, au nom de tout ce que vous avez de cher, par pitié, car je suis sans ressources. Je n'ai pas seulement de quoi payer le chemin de fer jusqu'à la frontière, et je n'ose rentrer chez moi, de peur d'être arrêté. Encore une fois, Sir Tom, ayez pitié d'un malheureux et déposez votre réponse chez votre concierge. Je passerai la prendre à 9 heures. A. Malga. En travers de ce billet, et non plus en marge, M. Thomas Elgin avait écrit cette note laconique. Répondu sur le champ à ce coquin, non. C'est en vain que Daniel eut essayé d'articuler une syllabe, tant la stupeur lui serrait la gorge. Et ce fut Miss Sarah qui reprit. Nous dînions en famille, ce soir-là, et l'indignation faisant oublier à Sir Tom sa réserve habituelle, il nous dit tout. Ah, je fus, moi, plus pitoyable que lui.
et je le conjurai de donner au misérable de quoi fuir. Mais il fut inflexible. Seulement, voyant mes transes folles, il essaya de me rassurer en m'affirmant que Malga ne viendrait pas, qu'il n'oserait pas venir chercher la réponse. Elle appuyait ses 2 mains sur son cœur, comme pour en comprimer les battements, et toute défaillante. « Il vint, cependant, » continua-t-elle, et, voyant ses espérances déçues, il insista tant pour nous parler que les domestiques le laissèrent monter, et il parut. Ah, je vivrais des milliers de siècles, que j'aurais toujours cette horrible scène, là, devant les yeux. Se sentant perdu, ce voleur, ce faussaire, était devenu fou. Il voulait de l'argent. Il en demanda en se traînant à genoux d'abord, battant le parquet de son front, et cela ne servant de rien, tout à coup, il se redressa furieux, l'écume à la bouche, nous accablant des plus grossières injures, jusqu'à ce qu'enfin, sœur Tom, à bout de patience, appela les gens. Il fallut employer la force pour le jeter dehors, et pendant qu'on l'entraînait, il nous menaçait du poing en jurant avec d'affreux blasphèmes qu'il se vengerait. Un frisson de terreur secouait les épaules et la poitrine de Miss Sarah, tandis qu'elle évoquait ses lamentables souvenirs. Et il y eut un moment où Daniel crut qu'elle allait se trouver mal. Mais elle se roidit contre cette faiblesse, et d'un ton plus ferme, « Après 48 heures, reprit-elle, l'impression de cette scène abominable se dissipait comme celle que laisse un mauvais rêve. Si nous reparlâmes des menaces de Malga, ce fut pour hausser les épaules de mépris et de pitié. Que pouvait-il contre nous? Rien, n'est-ce pas? Et même osa-t-il nous accuser de quelque ignominie? Il nous semblait que jamais ces accusations ne monteraient jusqu'à nous. Comment supposer que sur la seule parole d'un misérable, le monde douterait de notre honneur? Son crime venait d'être découvert, et on ne parlait que de cela, avec force détails plus ou moins exacts. On quintuplait le chiffre de la somme qu'il avait volée. On disait qu'il avait réussi à se réfugier en Angleterre et qu'à Londres, la police avait perdu ses traces. Et moi, pauvre fille, je l'oubliais. Il avait fui, mais, avant de quitter Paris, il avait eu le temps d'organiser la vengeance dont il nous avait menacés. Où trouva-t-il des gens assez lâches pour servir son dessein, et quels sont ces gens? Je l'ignore. Peut-être, ainsi que Mistress Bryan le croit, se borna-t-il à adresser des lettres anonymes à 2 ou 3 personnes de nos relations, de celles qu'il savait ne nous point aimer et nous envier. Ce qui n'est que trop sûr, c'est que moins d'1 semaine après sa disparition, on se racontait à l'oreille que j'étais, moi, Sarah Brandon, la complice de ce faussaire. Pis que cela encore, et que les sommes puisées à sa caisse, on les retrouverait dans le secrétaire de ma chambre à coucher. Oui, voilà ce qu'on disait. Tout bas d'abord, et avec précaution. Puis plus haut, toujours plus haut et ouvertement. Bientôt, certains journaux s'en mêlèrent. Ils reprirent les faits, les arrangeant à leur façon, et me désignant par 1000 allusions outrageantes. Ils disaient que le vol de Malga était un vol à l'américaine, et qu'il était bien naturel qu'il passât de l'étrangère à l'étranger. Elle était devenue plus rouge que le feu, sa poitrine haletait, et la honte, la colère, le ressentiment de l'outrage, l'ardent désir de la vengeance se peignaient tour à tour sur son mobile visage. Nous, cependant, continuait-elle, tranquilles et assurés en notre honnêteté, nous ne soupçonnions rien de ces infamies. J'avais bien surpris sur mon passage quelques chuchotements, des regards ou des sourires singuliers, mais je ne m'en étais pas autrement inquiété. Un papier apporté une après-midi en notre absence nous apprit l'horrible vérité. C'était une citation. J'étais appelé à comparaître devant le juge d'instruction. Ce fut, monsieur, un coup de foudre.
Fou de douleur et de colère, sir Tom jura qu'il saurait bien remonter jusqu'au propagateur de l'infâme calomnie, et qu'en attendant, il provoquerait et tuerait tous ceux qui s'en feraient l'écho. Vainement, Mistress Bryan et moi, nous nous jetâmes à ses pieds, le conjurant d'attendre pour sortir qu'il eût repris son sang-froid. Il nous repoussa brutalement et s'élança dehors, emportant les bordereaux et les lettres de Malga. Nous avions épuisé toutes les tortures de l'inquiétude, quand vers minuit, sir Tom rentra, pâle, abattu, l'œil éteint. Personne n'avait seulement voulu l'écouter, chacun se hâtant de lui dire qu'il était, en vérité, bien bon de s'occuper de ces infamies, trop ridicules pour qu'on y ajoutât foi. Elle s'attendrissait. Un sanglot lui coupa la parole, mais se maîtrisant aussitôt, « Moi, reprit-elle, le lendemain, je me rendis au palais de justice, et, après une longue station dans une galerie sombre, on m'introduisit dans le cabinet du juge d'instruction. C'était un homme déjà âgé, au regard pénétrant et aux traits durs, qui me reçut presque brutalement, comme une coupable. Mais quand je lui eus montré les lettres que vous venez de lire, ses façons soudainement changèrent. La commisération le gagna, et même je surpris une larme dans ses yeux. Ah, je lui garderai une éternelle reconnaissance pour l'accent dont il me dit, au sortir de son cabinet, « Pauvre, pauvre jeune fille, la justice s'incline devant votre innocence. Veuille Dieu que le monde fasse de même. » Elle arrêta sur Daniel ses beaux yeux tremblants de crainte et d'espoir, et d'une voix suppliante et d'une pénétrante douceur, « Le monde m'a été plus cruel que la justice, » fit-elle. « Mais vous, monsieur, serez-vous moins confiant qu'un juge d'instruction ?» Ah, Daniel eût été bien embarrassé de répondre. Il sentait comme des vapeurs d'ivresse monter à son cerveau. « Monsieur, » pria encore Miss Brandon, « Monsieur Daniel. » Elle ne cessait de le fixer. Il détourna la tête, sentant sous ses regards obstinés sa pensée lui échapper, son énergie se dissoudre, toutes les fibres de sa volonté se briser. « Grand Dieu !» s'écria Miss Brandon avec une douloureuse surprise. « Il doute encore. Monsieur, de grâce, parlez-moi. Doutez-vous de l'authenticité de ces lettres ? Ah, s'il en est ainsi, prenez-les, car je n'hésite pas, moi, à confier à votre honneur les seules preuves de mon honneur. Prenez-les et portez-les aux employés qui ont vécu 20 ans aux côtés de Malga, et ils vous diront si c'est vraiment son écriture, si c'est lui qui a signé sa condamnation. Et si cela ne vous suffit pas encore, rendez-vous près du juge qui m'a interrogé. Il se nomme Patrigent. » Et elle attendit. Mais rien, pas un mot. Daniel s'était affaissé sur une chaise, et le coude appuyé sur une petite table, le front entre ses mains, il s'efforçait de réfléchir, de délibérer. Alors, Miss Sarah se levant, s'approcha de lui doucement, et lui prenant la main, « Je vous en prie, » prononça-t-elle. Mais au contact de cette main fine et tiède, secouée comme d'une commotion électrique, Daniel se dressa si violemment que sa chaise en fut renversée. Et tremblant d'un mystérieux effroi, il dit un nom. « Kergrist !» Ce fut comme une suprême insulte tombant sur le visage de Miss Sarah. Elle devint livide, et reculant d'un pas, mesura Daniel d'un regard brûlant de haine. « Oh !» murmura-t-elle. « Oh !» ne trouvant point de terme pour traduire ce qu'elle ressentait. Allait-elle se retirer ? Elle en eut comme la pensée et marcha vers la porte. Mais, se ravisant tout à coup, elle revint se placer en face de Daniel. « C'est la première fois, » reprit-elle, frémissante d'indignation, « que je m'abaisse jusqu'à me justifier d'accusations ignobles.
et vous en abusez pour m'outrager. Mais n'importe, je vois en vous le mari de mademoiselle de la Vilauderie, et puisque j'ai commencé, j'achèverai. Daniel balbutiait quelque chose comme des excuses. Elle l'interrompit. Eh bien, oui, reprit-elle. Une nuit, un jeune homme, Charles de Kerghrist, un débauché, un joueur, couronnant une vie de scandale honteux par la plus lâche et la plus vile action, est venu se suicider sous mes fenêtres. Et le lendemain, une immense clameur s'éleva contre moi. 3 jours plus tard, le frère de ce misérable fou, Monsieur René de Kerghrist, venait demander raison à Sir Tom. Or, savez-vous ce qui est résulté des explications? Charles de Kerghrist s'est tué à la suite d'un souper dont il était sorti ivre. Il s'est tué parce que les banques de Hombourg et de Bade avaient dévoré sa fortune, parce qu'il avait épuisé tous les expédients, parce que sa famille, effrayée de ses désordres, lui refusait de l'argent. Et en choisissant mes fenêtres pour son suicide, il assouvissait ses basses rancunes. Voyant en moi une héritière dont la dot lui permettrait de continuer son genre de vie, il avait demandé ma main, et Sir Tom la lui avait refusée. Enfin, à l'époque de la catastrophe, j'étais à 60 lieues de Paris, à Tours, chez un ami de Mistress Bryan, Sir Palmer, lequel s'est empressé de le déclarer. Et Daniel, la regardant d'un air égaré, « Peut-être allez-vous me demander la preuve de ce que j'avance, » continua-t-elle. « Je n'en ai pas à vous donner, mais je sais un homme qui vous en donnera, et celui-là est le frère du suicidé, René de Kerghrist, car, après les explications, il est resté notre ami, monsieur, un de nos meilleurs amis, et il était ce soir chez moi, et vous l'avez vu, car il est venu me saluer pendant que je vous parlais. Monsieur de Kerghrist habite Paris, et Sir Tom vous donnera son adresse. » Elle écrasa Daniel d'un regard où la pitié le disputait au dédain, et, de l'accent le plus fier, « Et maintenant, monsieur, ajouta-t-elle, puisque j'accepte ce rôle d'accusé, prenez celui de juge. Interrogez-moi, et je répondrai. Qu'avez-vous encore à me reprocher? » Mais il faut au juge le sang-froid, et Daniel ne sentait que trop qu'il n'avait plus le sien, et que même il dissimulait mal l'affreux désordre de son esprit. Renonçant donc à toute discussion, « Je vous crois, miss, fit-il. Je vous crois. » Un rayon de joie éclaira les traits si beaux de Miss Brandon, et d'un accent qui était comme l'écho de son âme même. « Oh, merci, monsieur, s'écria-t-elle. Maintenant, vous saurez bien m'assurer l'amitié de mademoiselle Henriette. » Pourquoi prononça-t-elle ce nom? Il rompit le charme qui engourdissait Daniel. Il vit sa faiblesse, et il en eut horreur comme d'une trahison. Durement, et montrant ainsi et sa colère contre lui-même et la révolte de sa raison, « Permettez-moi, miss, dit-il, de ne pas vous répondre ce soir, de réfléchir. » Elle le regarda d'un air de stupeur. « Qu'est-ce à dire ?» prononça-t-elle. « J'ai, oui ou non, dissipé vos soupçons injurieux? Voulez-vous donc consulter quelqu'un de mes ennemis ?» Elle s'exprimait d'un ton de si profond dédain que Daniel, blessé au vif, oublia la prudence dont il s'était fait une loi. « Puisque vous l'exigez, miss, dit-il, je vous avouerai qu'il est un de mes doutes que vous n'avez pas levé. »« Lequel ?» Daniel hésita, regrettant ce qui venait de lui échapper, mais il s'était trop avancé pour reculer. « Je ne puis m'expliquer, miss, déclara-t-il, que vous épousiez monsieur de la Vilauderie. Parce que vous êtes jeune, miss. Vous êtes immensément riche, dites-vous, et le comte a 66 ans. Elle, si hardie que rien ne semblait devoir la déconcerter, elle baissa la tête comme une timide pensionnaire prise en faute,
et un nuage de pourpre s'étendit sur son front et sur ses joues, et sur tout ce que sa robe découvrait de ses épaules divines. « Vous êtes cruel, monsieur, » balbutia-t-elle. « Le secret que vous me demandez est de ceux qu'une fille ose à peine confier à sa mère. » Lui, croyant l'avoir enfin embarrassée, triomphait. « Ah, ah !» fit-il ironiquement. Cependant, l'altière Miss Sarah ne se révolta pas, et avec une amère tristesse, « Vous le voulez, soupira-t-elle. Soit. Pour vous, j'arracherai ce voile de fière pudeur dont une jeune fille enveloppe le mystère de son âme. Je n'aime pas le conte de la ville Audry. » Daniel bondit. Cet aveu lui parut le comble de l'impudence. « Je ne l'aime pas d'amour, du moins, » continua Miss Sarah, « et jamais je ne lui ai permis de soupçonner un tel sentiment. Cependant, c'est avec bonheur que je deviendrai sa femme. N'espérez pas que je vous explique ce qui se passe en moi. Moi-même, je ne me comprends plus. Je n'ai pas de nom à donner à la sympathie qui m'attire vers lui. J'ai été séduite par son esprit et par sa bonté, et sa parole me charme. Voilà ce que je puis dire. » C'était à n'y pas croire. « Et s'il vous faut, monsieur, poursuivit-elle, des motifs plus grossièrement humains, je vous dirai que je succombe au dégoût de l'existence que la calomnie m'a faite. L'hôtel de la ville Audry m'apparaît tel qu'un asile où j'ensevelirai mes désillusions et mes regrets, où je trouverai, avec le calme, une situation qui commande le respect. Ah, ne craignez rien pour ce grand nom. Je saurai le porter noblement et dignement, et nul sacrifice ne me coûterait pour en rehausser l'éclat. Ce sont là des calculs, m'objecterez-vous, je l'avoue, mais ils n'ont rien de bas ni de honteux. » Ainsi, Daniel avait cru la confondre, et c'était elle qui, par sa franchise, l'écrasait. Car il n'y avait rien à répondre, point d'objection valable à présenter. 50 mariages sur 100 sont décidés par des considérations moins avouables. Miss Sarah, cependant, n'était pas femme à se laisser longtemps abattre. Elle se redressait à mesure qu'elle parlait, s'exaltant au bruit de ses paroles. « Depuis 2 ans, reprit-elle, 20 partis se sont présentés pour moi, dont 3 ou 4 eussent comblé les vœux d'une fille de duchesse. Je les ai refusés, malgré Sir Tom et Mistress Bryan. Hier encore, un homme de 25 ans, un Gordon Chalus, était à mes pieds. Je les ai conduits, comme les autres, pour épouser mon cher comte. Pourquoi ? » Elle demeura pensive, l'œil brillant de larmes près de jaillir. Et, se répondant à elle-même, plutôt que s'adressant à Daniel, « Grâce à ce que le monde appelle ma beauté, continua-t-elle, beauté fatale, hélas, j'ai été entourée, fêtée, rassasiée de flatteries jusqu'à la nausée. Je suis au centre de la société la plus élégante et la plus spirituelle de l'Europe, dit-on. Eh bien, c'est en vain que, cherchant autour de moi, j'ai espéré celui dont le regard devait troubler la paix profonde de mon cœur. Je n'ai rencontré que des hommes parfaits, se ressemblant tous, dont le caractère n'avait pas plus de plis que leur habit sorti des mains du meilleur faiseur, également empressés et galants, beaux joueurs, beaux diseurs, beaux danseurs, beaux cavaliers. Elle secoua la tête d'un mouvement plein d'énergie et rayonnante d'enthousiasme. « Ah, j'avais rêvé autre chose, s'écria-t-elle. Ce que je rêvais, moi, c'était un de ces hommes au cœur haut et fier, au vouloir inflexible, capable de tenter ce qui fait reculer les autres. Quoi ? Je l'ignore, mais quelque chose de grand, de périlleux, d'impossible. Je rêvais un de ces ambitieux au front pâli par la convoitise, un de ces âpres travailleurs
dont les yeux gonflés par les veilles ont l'étincelle du génie, un de ces forts dont la force s'impose à la foule et dont la pensée soulève des montagnes. Ah, pour payer l'amour d'un tel homme, j'aurais trouvé en moi des trésors qui y resteront inutiles comme les richesses enfouies au fond des mers. Je me serais enivré à la coupe de ses espérances. Mon pouls aurait battu la fièvre de ses luttes. Pour lui, je me serais faite petite, humble, servile. J'aurais épié dans son regard l'ombre de ses désirs. Mais avec quelles ivresses d'orgueil je me serais paré, moi, sa femme, de ses succès et de sa gloire, des respects de ses admirateurs et de la haine de ses ennemis. Sa voix avait des vibrations à remuer les entrailles. Les splendeurs de sa beauté illuminaient le salon. Et peu à peu, comme les pièces d'une armure mal attachée, tombaient les rancunes de Daniel, ses soupçons et ses défiances. Miss Brandon s'arrêta, honteuse de ses violences, et plus lentement, « Désormais, monsieur, prononça-t-elle, vous me connaissez tout entière. Seule au monde, vous aurez lu au plus profond de l'âme de Sarah Brandon. Et pourtant, je vous vois aujourd'hui pour la première fois. Et cependant, vous êtes le premier qui ayez eu pour moi des paroles sévères. Sévères jusqu'à l'outrage. Me ferez-vous repentir de mon abandon? Oh non, non, n'est-ce pas? Il est un homme au cœur loyal et fort, celui qui, pour sauver une tâche faite à un nom qui n'est pas le sien, risque un avenir de bonheur, la jeune fille qu'il aime et une fortune énorme. Ah, mademoiselle de la Vilhaudrie n'avait pas fait un choix vulgaire. Elle eut un geste d'affreux découragement et, avec une sorte de rage concentrée, « Moi, je sais d'avance mon avenir, » prononça-t-elle. Un silence suivit, terrible. Ils étaient là, tous deux, en face l'un de l'autre, pâles, troublés, palpitants, les lèvres convulsivement serrées, les yeux pleins d'éclairs rouges. Et, au souffle furieux de cette passion, Daniel sentait sa raison tourbillonner. Un délire inconnu charriait tout son sang à son cerveau, et il lui semblait que le bruit du battement de ses tempes emplissait toute la maison. « Oui, » reprit enfin Miss Brandon, « ma destinée est irrévocable. Il faut que je sois comtesse de la Vilhaudrie. Sinon, je suis perdue. Et une dernière fois, monsieur, je vous en conjure, obtenez de mademoiselle Henriette qu'elle m'accueille comme une sœur aînée. Et si j'étais la femme que vous supposez, que m'importerait Henriette et son inimitié? Vous savez bien que monsieur de la Vilhaudrie passera outre quand même. Et cependant, je vous prie, moi qui toujours ai commandé, que voulez-vous que je fasse? Dois-je me mettre à genoux? M'y voici. » Et en effet, elle s'affaissa si brusquement que ses genoux sonnèrent sur le parquet. Et saisissant les mains de Daniel, elle les appliqua contre son front brûlant. « Mon Dieu !» gémissait-elle, « être refusée par lui !» Ses cheveux s'étaient à demi dénoués et ils inondaient les mains de Daniel. Il frissonna de la nuque au talon, et se penchant vers Miss Brandon, il la releva et la soutint toute défaillante, pendant qu'elle appuyait la tête contre sa poitrine. « Miss, » fit-il d'une voix rauque, « Sarah. » Ils étaient si près l'un de l'autre que leurs haleines se confondaient, et que Daniel sentait sur son visage, plus ardent que la flamme, le souffle de Miss Sarah. Ivre alors, éperdu, oubliant tout, il appuya ses lèvres sur les lèvres de cette fille étrange. Mais elle, aussitôt, se redressant violemment, bondit en arrière en s'écriant « Daniel, malheureux !» Puis, éclatant en sanglots, « Partez, balbutia-t-elle, partez, je ne vous demande plus rien. Si je dois être perdue, je le serai. » Et lui, avec une véhémence inouïe,
Votre volonté sera faite, Sarah, s'écria-t-il. Je suis à vous. Comptez sur moi. Et il sortit comme un fou. Il descendit l'escalier en 3 bonds, et la porte de la rue se trouvant ouverte, il se précipita dehors.